Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 18 octobre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Dans son discours d'hier, Emmanuel Macron a demandé la libération immédiate de la jeune otage franco-israélienne Mia Shem, dont le Hamas a diffusé la vidéo. Dans la vidéo, on la voit blessée au bras. Elle explique qu'elle se trouvait au festival de musique qui a été ciblé par les terroristes. Sa mère a déclaré qu'elle avait découvert la vidéo en même temps que le public, sans aucun contact préalable avec le gouvernement israélien. Dans la vidéo, Mia Shem demande à être libérée le plus rapidement possible. Et 4 jours après l'attaque tragique à Arras, la France envisage d'expulser 11 Russes inscrits au fichier des personnes radicalisées. Selon le ministère de l'Intérieur, 60 Russes sont considérés comme dangereux et sont actuellement fichés S. 40 sont déjà en prison, 9 sont en contentieux et 11 pourraient être expulsés. La porte-parole du ministère de l'Intérieur a déclaré que la vigilance absolue doit être de retour en France et en Europe face au terrorisme islamiste. Le niveau d'urgence attentat a été annoncé sur l'ensemble du territoire. Les autorités appellent également à une vigilance accrue face à cette menace. Et une sécheresse historique s'est abattue sur Mayotte. Les habitants sont confrontés à une pénurie d'eau et dans les commerces, les rayons d'eau sont vides et les prix ont augmenté. Face à cette situation, l'État a pris des mesures pour limiter les prix des bouteilles d'eau et les autorités ont mis en place des distributions gratuites d'eau potable pour les personnes les plus vulnérables. Et dans l'Hexagone, c'est tout l'inverse puisque dans le sud de la France, une partie de la région est en vigilance orange pour des risques de pluie et d'inondation. Les autorités appellent à la prudence face à des conditions météorologiques extrêmes. Et on passe maintenant à la parole à Gabriel. Gabriel qui va nous parler d'essais nucléaires et de traités avec la Russie. Gabriel, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Nous abordons aujourd'hui une mesure qui rapproche la Russie de potentiels essais nucléaires. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un petit historique de la situation pour mieux comprendre. En l'an 2000, après un long moratoire sur les essais nucléaires, la Russie a ratifié le traité d'interdiction complète des essais nucléaires ou TICE. Et en mars 2023, suite à la suspension par Moscou du traité New START de contrôle des armes nucléaires avec les États-Unis, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a réaffirmé que la Russie ne serait pas la première à tester un engin nucléaire. Mais en octobre dernier, le président russe Vladimir Poutine a laissé entendre que révoquer la ratification était une possibilité, arguant que comme les États-Unis n'avaient pas ratifié le traité, la Russie devrait peut-être se mettre sur un pied d'égalité sur cette question. Et hier, la Douma russe a adopté la première mesure visant à supprimer la ratification du traité d'interdiction des essais nucléaires. Regardez. Mardi 17 octobre, le Parlement russe a fait le premier pas vers le retrait de la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, en blâmant ce qu'un législateur de premier plan a appelé l'attitude irresponsable des États-Unis à l'égard de la sécurité mondiale. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Tout cela est du fait des États-Unis. Le conflit israélo-palestinien, c'est la même chose. Sans eux, pas de Libye, pas d'Irak. C'est une bonne chose que nous ayons réussi à protéger la Syrie. Elle n'existerait plus. La chambre basse du Parlement russe, la Douma, a voté par 412 voix contre 0, sans abstention, approuvant ainsi le retrait de la ratification lors de la première des 3 lectures. La Russie affirme que son objectif est de rétablir la parité avec les États-Unis, qui ont signé mais jamais ratifié le traité de 1996, et qu'elle ne reprendra pas ses essais si Washington ne le fait pas. Notre décision est une décision de réciprocité, mais il commence à répandre l'hystérie dans le monde entier. Il nous accuse et cherche des ennemis, mais il devrait commencer par se regarder dans la glace. Au moins un expert russe de haut niveau en matière de sécurité a déclaré que la Russie devrait tester une bombe nucléaire en guise d'avertissement à l'Occident. Mais le président Vladimir Poutine a déclaré le 5 octobre qu'il n'était pas prêt à dire si un test était nécessaire ou non. Bien que la Russie revienne sur sa ratification et ne soit donc plus juridiquement contrainte de s'y tenir, elle reste signataire du TICE et déclare qu'elle continuera à fournir les données au système mondial de surveillance
qui alerte le monde en cas d'essai nucléaire. Mais étant donné les circonstances, la confiance est loin d'être au rendez-vous. Et avec sa décision, la Douma avance clairement dans la direction contraire d'une confiance mutuelle. D'autant plus que la situation en Ukraine ajoute une couche d'incertitude sur la table des négociations. Les experts en contrôle des armements craignent que la Russie ne s'oriente vers une reprise des essais nucléaires. Et cette crainte n'est pas infondée, car un tel geste de la Russie pourrait raviver la course aux armements nucléaires, une série qu'on croyait annulée depuis la fin de la guerre froide. Rémi, c'est à vous. Merci Gabriel pour ces informations et on revient sur l'actualité au Moyen-Orient avec une analyse réalisée par deux spécialistes de la question dont l'un est un haut fonctionnaire de la CIA à la retraite. D'après leur analyse de la situation, il ne serait pas pertinent pour Tsahal de se lancer dans une invasion terrestre de grande envergure dans la bande de Gaza. Premièrement, parce que l'armée israélienne ne pourra pas se frayer un chemin dans les rues détruites de Gaza. Deuxièmement, parce que les combats urbains au sol épuiseraient les troupes israéliennes. Et troisièmement, parce que cela ferait tomber Israël dans un piège. Le piège tendu par le Hamas consisterait à attirer le gros des troupes israéliennes pour qu'elles s'enlisent dans le conflit au sud du pays et pouvoir ainsi attaquer sur d'autres fronts avec les renforts du Hezbollah et d'autres alliés du Hamas. Par ailleurs, Israël paierait un prix trop élevé sur le plan diplomatique dans l'hypothèse d'une invasion de Gaza. La meilleure stratégie pour Tsahal consisterait donc à continuer les raids aériens pour détruire les systèmes de combat du Hamas. Et le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que la destruction de l'hôpital à Gaza pourrait être la conséquence d'un tir raté du Hamas ou du djihad islamique. Une vidéo de la chaîne Al Jazeera qui montre en effet un tir de roquette raté va dans le sens de cette hypothèse, appuyée par des analyses OSINT externes. La France a condamné avec fermeté cette frappe. Quelle qu'en soit l'origine, rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible, a souligné le président français sur X. Toute la lumière devra être faite, a-t-il conclu. Et un appel a été lancé aux nations du monde entier par le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Un appel à se mobiliser pour empêcher l'Iran d'obtenir la bombe atomique. Il a exprimé sa préoccupation face à la banalisation du dossier du programme nucléaire iranien qui était éclipsé par un agenda international chargé. Et on passe aux actualités sur la Chine. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Tout d'abord, des nouvelles rapides de l'agression de l'employé de l'ambassade d'Israël en Chine. Un suspect a été placé en garde à vue. Éloignez les enfants, s'il vous plaît, je vais encore montrer les images de l'agression. Les autorités n'ont pas donné beaucoup d'informations sur le suspect. La victime a été frappée à l'épaule et à la poitrine une fois au sol. L'agresseur, qui selon les témoins semblait originaire du Moyen-Orient, s'est éloigné en boitant. L'ambassade d'Israël a déclaré que la victime était dans un état stable après avoir été soignée à l'hôpital. L'attaque a eu lieu le 13 octobre. Ce jour-là, le Hamas a exhorté les Palestiniens à participer à une journée de colère, notamment en se confrontant aux Israéliens. Ensuite, le partenariat sans limite entre la Chine et la Russie se poursuit avec une rencontre prévue entre Poutine et Xi Jinping cette semaine. Il fait le voyage en tant qu'invité d'honneur pour le projet Ceinture et Route, aussi appelé Nouvelle Route de la Soie. Ce projet vise à étendre l'influence mondiale de Pékin. Divers sujets seront discutés, le pétrole et le gaz, les armes de guerre, la défense et le commerce, entre autres choses. La Russie et la Chine ont annoncé un partenariat dit sans limite, juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Moscou et Pékin ont tous deux critiqué les représailles d'Israël à la suite de l'attaque lancée par le Hamas. Le forum de l'initiative Ceinture et Route, aussi appelée Nouvelle Route de la Soie, débute dans un contexte d'assombrissement des perspectives économiques de la Chine. Les dirigeants des talibans, de la Russie et du Pakistan participeront au sommet, ainsi que plus de 130 pays. Les talibans cherchent à convaincre Pékin de construire une route reliant la Chine au nord de l'Afghanistan. À noter qu'aucun gouvernement n'a officiellement reconnu les talibans depuis qu'ils ont remplacé le gouvernement afghan il y a 2 ans. Un expert a déclaré que la Chine s'intéresse aux pays lourdement sanctionnés, y compris la Corée du Nord, l'Iran et l'Afghanistan, qui est complètement dépendant de la Chine sur le plan économique. La Chine est le premier pays à avoir nommé un ambassadeur à Kaboul depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. Elle a également renforcé sa coopération commerciale avec l'Afghanistan.
La présence croissante de la Chine dans le pays a suscité des inquiétudes à l'ouest. Revenons au projet Ceinture et route de la Chine. Le projet a également été critiqué par l'Occident. Des experts le qualifient de piège de la dette pour les pays en développement qui l'ont signé. L'Occident accuse également Pékin de manquer de transparence. Un seul dirigeant de l'UE devrait participer au sommet, le Premier ministre hongrois. Dans le même temps, l'Italie, le seul pays du G7 qui avait conclu un accord avec Pékin sur ce projet, cherche à s'en retirer. Face à des démocraties libérales en déclin, plusieurs forces, dont beaucoup sont objectivement totalitaires, rentrent dans la compétition. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec un célèbre mythe, le mythe de Narcisse. Ce mythe, qui est ancré dans l'histoire grecque, trouve une résonance particulière dans notre époque moderne. Narcisse était un jeune homme d'une beauté incroyable et qui tomba amoureux de son propre reflet. Cette fascination excessive qu'il avait pour lui-même nous pousse à réfléchir. Nous vivons dans un monde où l'image occupe une place centrale. Nous façonnons notre identité en fonction de l'image que nous projetons aux autres, mais cette image ne reflète pas forcément notre essence. La quête de la véritable connaissance de soi nécessite un regard intérieur et une compréhension de nos limites. Reconnaître nos limites nous permet de reconnaître l'existence de forces supérieures et par conséquent de respecter les lois cosmiques qui nous entourent. Le mythe de Narcisse nous rappelle l'importance de la connaissance de soi et de l'humilité. Et voilà, sur ces bonnes paroles, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous accueillir demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Et en attendant, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres et face à l'altérité, restons humbles et positifs. À demain.